Pourquoi les Guadeloupéens ont vraiment abandonné leur casse créole? Et ce que personne n'ose dire. Imagine que je te dise que si les casses créoles ont disparu, ce n'est pas parce que le béton était plus solide, ni parce que c'était plus moderne. Imagine que je te dise que derrière leur disparition, il y avait un plan économique structuré, une stratégie qui a modelé l'identité, l'architecture et même l'économie de la Guadeloupe, sans que la plupart des Guadeloupéens s'en rendent compte. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir va te permettre de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais surtout ce que ça implique pour ton avenir immobilier aujourd'hui. Ce que je vais te révéler va changer ta vision de l'histoire et centre de nos îles. Pourquoi, en quelques décennies, avons-nous abandonné une architecture adaptée au climat, économique, durable, créatrice d'emplois, pour un modèle imposé, coûteux et totalement dépendant du béton? Cette réponse, tu vas la découvrir, mais seulement après que je t'ai expliqué la pièce maîtresse qui a tout déclenché. Et surtout, qu'est-ce qui s'est vraiment passé après le cyclone Hugo? Pourquoi cet événement a-t-il servi de prétexte pour transformer tout un modèle économique? Reste bien, parce que cette partie de l'histoire est rarement racontée. Avant de continuer, dis-moi simplement en commentaire, je veux la vérité sur les casses créoles. Ça me permettra de voir si vous voulez d'autres épisodes sur l'histoire profonde de nos territoires. Mais revenons à notre sujet. Pendant plus d'un siècle, la casse créole n'était pas une petite maison pauvre, comme on l'a répété dans les années 80-90. C'était une architecture intelligente, modulable, construite par des artisans locaux, charpentiers, menuisiers, ferronniers, maçons. C'était une économie basée sur le savoir-faire, la transmission, la croissance progressive des familles, l'indépendance économique. Alors comment et pourquoi en si peu de temps ce patrimoine a-t-il été dénigré au point de presque disparaître? Tu vas voir, la réponse n'est pas architecturale, elle n'est pas culturelle, elle est économique. Et elle commence là où personne ne regarde. On entre dans la première partie, l'histoire officielle et le décor qu'on ne vous a jamais montré. Pour comprendre pourquoi les Guadeloupéens ont tourné le dos aux casses créoles, il faut d'abord comprendre ce qu'elles représentaient réellement. Et ça, personne ne nous l'a expliqué clairement. On a grandi avec cette idée que la casse créole était une petite maison précaire, un symbole de pauvreté. Mais ça, c'est une construction narrative, un récit façonné par ceux qui avaient tout intérêt à le répandre. À l'origine, la casse créole n'était pas un logement pauvre, c'était un système économique complet. Une maison construite en bois, local, pensée pour respirer, pour laisser circuler l'air, pour résister au séisme et, oui, le séisme. Les structures en bois résistent mieux que le béton. Elle était incrémentale. On commençait petit, puis chaque naissance, chaque mariage, chaque réussite ajoutait une pièce, une extension, un balcon, une véranda. C'était une maison vivante. Une maison qui grandissait comme la famille. Et surtout, c'était une maison qui faisait travailler une constellation d'artisans locaux. Charpentiers, menuisiers, scieurs, forgerons, maçons, couvreurs. Chaque case, même petite, faisait vivre une économie entière. La Guadeloupe fonctionnait comme un réseau d'artisans indépendants, capables de construire, réparer, agrandir, moderniser, sans grosse entreprise, sans béton, sans permis complexe. C'est un écosystème parfaitement adapté au climat, à la culture et au portefeuille des familles. Alors, pourquoi abandonner un modèle qui fonctionnait si bien? Pourquoi remplacer un système écologique, solidaire, moins cher, résilient, par un modèle industriel dépendant de cimenterie et de multinationales? La réponse se trouve dans un tournant dramatique, le cyclone Hugo. Avant d'y arriver, il faut comprendre une chose essentielle. La casse créole n'est pas tombée parce qu'elle était mauvaise, mais parce que son existence n'était pas compatible avec ce que l'État voulait construire après les années 80. Ce qu'on nous a présenté comme un progrès était en réalité un changement de paradigme, un basculement profond orchestré silencieusement. Si jusqu'ici tu apprends quelque chose, écris juste en commentaire, je découvre. Ça me permettra de savoir si je dois approfondir ce sujet ou ce genre de vérité historique pour la suite. Parce que maintenant, on va entrer dans la zone sensible. Ce moment où tout bascule. Ce moment où l'ouragan Hugo devient plus qu'une catastrophe. Il devient un levier économique. Et tu vas comprendre comment, en quelques années, l'identité architecturale des Antilles s'est retrouvée effacée presque du jour au lendemain. Dans cette partie 2, Hugo, le cyclone qui a détruit bien plus que des maisons. Le 17 septembre 1989, Hugo frappe la Guadeloupe avec une violence que personne n'avait anticipée. Des milliers de maisons détruites, des toitures envolées, des familles sans abri, une île traumatisée. Mais ce que très peu de personnes savent, c'est que Hugo a détruit bien plus que des casses créoles. Il a détruit le modèle économique traditionnel basé sur l'artisanat local. Et c'est là que tout bascule. Car après une catastrophe, il n'y a pas que la reconstruction physique. Il y a l'opportunité politique. Et c'est précisément à ce moment que l'État français, les collectivités et les grandes entreprises voient une occasion historique de transformer radicalement l'économie entière. Souviens-toi de la question. Pourquoi a-t-on sali la réputation des cases créoles juste après Hugo? Tu vas maintenant le comprendre. Relancer l'économie. Mais pas pour les mêmes personnes. Après Hugo, il fallait reconstruire vite. C'est ce qu'on nous a répété. Mais il fallait aussi créer des emplois
massif. Attirer des investissements métropolitains, injecter des millions d'euros, développer des entreprises capables de prendre des grands chantiers. Et là, on arrive au cœur du fameux problème. On ne relance pas une économie en s'appuyant sur des centaines de petits artisans indépendants. Ce modèle est trop dispersé, trop autonome, trop difficile à contrôler administrativement. Ce que l'État voulait, c'était de grosses entreprises BTP, de gros marchés, de gros volumes, un modèle industriel moderne, une économie centralisée autour de cimenterie, de carrières, de béton. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, on a réécrit l'image de la casse créole. Pour justifier cette transformation totale, il fallait changer la perception du public. Alors, on a répété un message simple, mais dévastateur. La casse créole, c'est pour les pauvres. Le bois, ce n'est pas solide. Une vraie maison, c'est du béton. Ce discours n'était pas culturel. Ce discours était économique. Il servait à orienter la population vers des constructions lourdes, coûteuses, subventionnées. Il permettait d'écarter discrètement les artisans traditionnels et de faire entrer dans le paysage des entreprises métropolitains du BTP, financé par l'argent public. La casse créole n'était pas un problème. Elle était un obstacle pour un nouveau modèle économique. Et comme toujours, on ne détruit jamais un modèle sans détruire d'abord son image. Si tu comprends maintenant ce basculement économique, dis-le moi en commentaire. Je vois clair. Mais attention, nous n'en sommes qu'au début. Parce que dans les prochaines parties, tu vas découvrir les conséquences profondes de cette transformation sur l'économie, sur l'identité et même sur la manière dont nous construisons et investissons aujourd'hui. Dans cette partie 3, on va voir les conséquences cachées. Quand changer de maison change tout un peuple. Quand les Guadeloupéens ont abandonné les casses créoles, beaucoup ont cru que ce n'était qu'un changement d'esthétique. Un passage du bois au béton, un progrès moderne, un choix individuel. Mais en réalité, ce changement a transformé toute la société, toute l'économie, tout le rapport au logement, toute la structure même des familles. Ce n'est pas une simple évolution architecturale, c'est un basculement civilisationnel. Et si tu restes bien jusqu'à la fin, mais vraiment, tu vas comprendre pourquoi les Antilles d'aujourd'hui ont hérité d'une fragilité économique qui n'existait pas avant. 1. La mort de l'économie artisanale. Avant, une casse créole, c'était 10 artisans locaux qui travaillaient. Un agrandissement, 3 artisans de plus, une réparation, mais c'était encore du travail. Le bois, la tôle, les charpentes, les lambrequins, tout était fabriqué, réparé, entretenu localement. Après Hugo, le béton domine. Les parpaings viennent d'usines, les toits sont standardisés, les chantiers sont pris par des grandes entreprises. Résultat, des petites mains ont perdu leur autonomie. Des savoir-faire ancestraux ont commencé à disparaître. Les artisans sont devenus dépendants des grandes entreprises plutôt que maîtres de leur métier. Ce n'est pas qu'une maison qui change, c'est un modèle économique entier qui s'effondre. 2. La perte de la maison évolutive. La casse créole était une maison vivante qui grandissait avec la famille. Tu avais un nouvel enfant, tu ajoutais une pièce. Tu te mariais, tu faisais une extension. Avec le béton, il faut un permis, il faut un architecte, il faut une entreprise et chaque modification te coûte une fortune. La maison n'est plus modulable comme avant. Ce qui était autrefois naturel est devenu un parcours administratif et financier difficile. 3. Une architecture moins adaptée au climat. Le béton garde la chaleur. Il fait monter la température intérieure. Il crée un besoin massif de climatisation et donc explosion des factures EDF. Dépendance énergétique, augmentation du coût de vie. Et là, vous allez sûrement vous dire que c'est ironique, n'est-ce pas? On a abandonné des maisons optimisées pour des maisons coûteuses et inadaptées. 4. Un impact social et identitaire énorme. Abandonner la casse créole, ce n'est pas seulement abandonner un style, c'est abandonner un mode de vie. La proximité, les varangues, la circulation de l'air, la logique d'entraide, la transmission familiale. C'est passer d'un modèle basé sur la créativité locale à un modèle basé sur une dépendance industrielle. Si cette prise de conscience te parle, écris en commentaire. On a perdu plus qu'une maison. Et dans un instant, on va conclure cette vidéo avec ce que tout le monde attend, la grande révélation. Ce que cette histoire signifie pour l'avenir des Antilles et ce que toi, tu peux en tirer aujourd'hui. Ce que la disparition des cases créoles révèle sur notre avenir. Alors, maintenant que tu connais l'histoire, voilà la question la plus importante. Qu'est-ce que ça dit vraiment de nous? Et qu'est-ce que ça signifie pour notre avenir aux Antilles? Parce que ce que tu viens de découvrir n'est pas seulement une histoire d'architecture. C'est une histoire de rupture, de transformation forcée et surtout d'un peuple qui, sans le savoir,
savoir, a été découragé de croire en sa propre capacité à construire, créer, transmettre. Pendant plus d'un siècle, la case créole avait été un symbole d'autonomie économique, de résilience, d'adaptation au climat, de culture vivante, de savoir-faire collectif. Mais après Hugo, on nous a répété que notre propre manière de construire n'était pas assez bien, pas moderne, pas solide. On a brisé une fierté silencieuse. On a fait croire que pour exister, il fallait copier un modèle extérieur, industriel, bétonné, coûteux. Et cette transformation, on en voit encore les conséquences aujourd'hui. Explosion du coût du logement, dépendance aux grandes entreprises, disparition des métiers traditionnels, perte de contrôle sur notre manière de construire, fragilité économique générale, identité architecturale effacée. Quand tu regardes les choses en profondeur, tu comprends le passage du bois au béton et tu comprends que ça n'a pas été un choix culturel, mais un choix économique fait à notre place. Un choix imposé, maquillé en progrès. Et aujourd'hui, tu le sais, le prix à payer, il est lourd. Les Antilles sont parmi les régions où construire coûte le plus cher. Les maisons sont moins adaptées, les familles s'endettent plus et l'architecture locale disparaît à vue d'œil. Mais voilà ce que personne ne te dit. Il est encore temps de reprendre le contrôle. Et c'est ici que je tiens cette solution, cette promesse que j'ai envie de t'apporter. Parce que comprendre le passé, c'est la première étape pour redonner du pouvoir aux familles antillaises sur leur avenir immobilier. Nous pouvons reconstruire intelligemment. Je le pense et je le crois. Réintroduire le bois comme matériau stratégique. Je le pense vraiment. Réduire les coûts. Réapprendre à investir avec les règles du territoire. Revaloriser notre savoir-faire. Sortir de la dépendance économique au béton. Et pour dire vrai, il y a un mouvement mondial en ce moment. Le retour à l'architecture locale. La construction durable, les maisons évolutives, la maîtrise des coûts, la souveraineté économique. Et ce mouvement, les Antilles peuvent en être les leaders, pas les suiveurs. Si tu veux comprendre comment reprendre le contrôle sur ton avenir immobilier, malgré les prix, malgré les banques, malgré les obstacles, clique sur le lien dans la description et je t'invite à rejoindre mon challenge Jibo où je te montre concrètement comment investir intelligemment ici aux Antilles avec des stratégies adaptées à notre réalité parce que notre histoire n'est pas morte, elle est juste interrompue. Et maintenant, c'est à nous de la continuer. Donc, c'était Will du mouvement Lionnage. Ensemble, nous plus fort.